Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre, on attaque le troisième et dernier update lecture du mois de mars. Et on va commencer tout de suite. Globalement, de très bonnes lectures, même si la première est peut-être un petit peu moins bonne que les autres. J'ai lu Revenir pour mourir de Jennifer L. Armentrout aux éditions Pygmalion, petit roman que j'ai emprunté à la bibliothèque. Ça faisait un petit moment qui me trottait un petit peu dans la tête. De Jennifer L. Armentrout, c'est le deuxième thriller que je lis. Le premier était un thriller young adulte, Ne te retourne pas, que j'avais globalement bien aimé, même si, bon, globalement, j'avais un peu deviné les tenants et les aboutissants du récit. J'avais malgré tout trouvé que c'était plutôt sympa et que globalement, cette incursion dans le thriller était plutôt réussie. Accessoirement, le côté romance qui était quand même beaucoup mis en avant m'avait pas trop dérangé. Donc, j'y suis retournée avec plaisir. On est ici sur un roman qui est plus adulte dans lequel on va suivre Sacha, une jeune femme qui, il y a 10 ans de ça, a quitté sa ville natale après avoir été la cible d'un tueur en série. Elle est l'unique personne à avoir survécu à cet homme appelé le marié, enfin surnommé plutôt le marié, et depuis elle n'a jamais refoutu les pieds dans sa ville natale. En même temps on la comprend, quand tu te fais enlever, séquestrer, que tu subis différents sévices divers et variés et tous moins plaisants les uns que les autres, bah t'as pas forcément trop envie de retourner dans ta ville natale, mais voilà, au bout de 10 ans elle se dit qu'il est peut-être temps de prendre sur elle et de retourner là-bas. Là-bas, ça va lui permettre d'ailleurs de renouer avec sa famille, puisque sa mère, elle la voit très peu depuis qu'elle est partie. Sa meilleure amie, c'est pareil, et puis de retrouver d'autres amis, et peut-être également son ex-chéri, l'homme avec qui elle était quand elle a été enlevée, et après, quand elle est partie, elle ne lui a jamais redonné de nouvelles, qui habite toujours dans la région et qui est devenu agent du FBI. Voilà, sympatoche, sympatoche. Seulement voilà, le fait de revenir, ça va pas réveiller que des amis. Et il se pourrait bien que très rapidement, des femmes vont disparaître et être retrouvées à l'endroit où le marié avait coutume d'abandonner ses victimes. Un message caché, un retour à la vie de quelqu'un que l'on croyait mort, qui sait, mais en tout cas, pour Sacha, c'est clairement un mauvais présage. Voilà, voilà. Et il se pourrait bien que cette fois-ci, elle ne s'en sorte pas vivante. Je crois que c'est comme ça qu'ils le disent dans le résumé, donc c'est pour ça que j'avais envie de la faire. On est donc sur un roman qui pour moi mélange deux genres, puisque un peu comme Verity, on a pour moi de la romance et du thriller, et ce sont deux genres qui se mêlent. Je trouve que c'est important de le préciser parce qu'il y a des scènes de sexe décrites comme ce serait le cas dans de la new romance, et j'estime que c'est important aussi de le préciser parce que si tu t'attends à lire un thriller, tu t'attends pas forcément à ce qu'il y ait du sexe dedans, etc. Et là en l'occurrence, il y en a. Voilà, c'est la romance pour moi est au cœur de l'histoire, peut-être parfois même plus que le côté thriller. À côté de ça, et malgré ça surtout, c'est un roman que j'ai globalement bien aimé, j'ai trouvé que le thriller était quand même assez bien ficelé. Le fait d'avoir une héroïne qui soit l'ancienne victime d'un tueur en série, elle a souffert de ça forcément. Aujourd'hui, elle a toutes les qualités et les défauts, les forces et les faiblesses de la survivante, et je trouve que c'est très intéressant, c'est le genre de personnage que moi j'aime beaucoup dans les thrillers, je trouve qu'ils sont toujours très intéressants. Accessoirement, là en plus de ça, on a très rapidement des hypothèses qui vont se créer. Je suis super fière de moi parce que dès le début, il y avait un personnage, je sais pas pourquoi, il n'y a pas de réelle raison et j'ai beau essayer de me dire que l'autrice avait sans doute mis des indices pour me mettre sur la voie comme ça. C'est un personnage, je sais pas, il me mettait juste mal à l'aise et je trouve qu'il n'y a pas d'indice réel qui pointe vers lui et en même temps, ça sort pas de nulle part non plus, je trouve. Mais en tout cas, ce personnage m'a mis mal à l'aise dès le début quasiment, et très rapidement je me suis mise à le soupçonner, et j'avais raison, il était pas très net quoi. Voilà, donc j'étais plutôt fière de moi. Au niveau de la romance, elle est plutôt sympa à suivre, j'ai beaucoup aimé le fait de... Enfin, ces deux personnages qui se retrouvaient petit à petit, j'ai aussi beaucoup aimé le fait que ce soit un personnage qui soit beaucoup dans la protection de Sacha, parce que mine de rien, elle en a besoin, et en même temps, c'est une femme que j'ai trouvée vachement forte. Elle a beaucoup appris à s'en sortir par elle-même, puisqu'elle a été quand même très solitaire sur ces dernières années. Et du coup, je trouve que c'est un personnage qui est très intéressant et qui est très bien dépeint. Je trouve que la psychologie de cette héroïne est assez intéressante, puisque, comme je l'ai dit tout précédemment, elle a à la fois les qualités et enfin les forces de quelqu'un qui a vécu le pire, et en même temps les faiblesses, c'est-à-dire qu'elle va être effrayée pour certaines choses, il y a des bruits qui vont la faire tiquer, tout ça, tout ça. Du coup, j'ai trouvé que globalement c'était un thriller assez sympa. Après, j'ai beaucoup de mal à le catégoriser comme un thriller parce que pour moi, j'ai parfois plus eu l'impression de lire de la romance qu'un véritable thriller. Voilà. Malgré tout, c'était une bonne lecture comme je vous l'ai dit. Je vous le recommande si ça vous intéresse. Je vous le recommande surtout si vous aimez bien l'autrice. Après, attention, il y a des trigger warnings à garder en tête. On est quand même, encore une fois, voilà, c'est un tueur en série et surtout, c'est un homme qui était connu pour violer ses victimes. Donc, il y a quand même des thématiques qui sont pas faciles. Donc,
Voilà, j'estime que c'est à garder en tête quand on lit ce genre de roman. Ne vous attendez pas à lire une romance toute doudou, toute mignonne. Non, il n'y a rien de doudou et de mignon dedans, pas du tout. Mais je trouve que du coup la romance contrebalançait toutes les horreurs que Sacha a pu subir et surtout il n'y a pas de scènes trop horribles décrites globalement. On passe assez rapidement sur ce qu'elle a pu vivre à l'époque. Je pense que la notion de traumatisme est beaucoup plus importante que ce qu'elle a réellement vécu. Globalement une lecture plutôt sympa que je vous conseille. Après ça, j'ai lu, et je suis désolée, je ne l'ai pas puisque je l'ai lu en e-book, 200 d'écume et de... Non, 200 de glace et d'écume. Non, 200 d'écume et de glace. 200 d'écume et de glace, le tome 1, Métamorphose d'Alexiane de Lys aux éditions Michel Lafon, si je dis pas de bêtises pour la maison d'édition. Donc moi, je l'avais en e-book et je l'ai lu dans le cadre d'une lecture commune. On était plusieurs sur un gros groupe Discord à discuter tous ensemble, c'était très sympa. Alors moi, j'avoue, j'ai pas trop participé aux discussions, mais comme ça faisait super longtemps que je l'avais sur ma liseuse et que je voulais le lire, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit qu'il y avait franchement pas de meilleur moment pour lire un roman que j'ai envie de lire depuis longtemps qu'une lecture commune. Accessoirement, je me suis rendu compte que c'était un très bon moyen pour moi de vider ma pile à lire liseuse, parce que j'ai beaucoup de livres sur ma liseuse que je ne lis pas, parce que je ne prends pas le temps de lire sur liseuse. Et là, c'était vraiment bien parce que du coup, en gros, par jour, on avait un certain nombre de chapitres à lire. Moi, ça rentrait à peu près dans le cadre de ce que je lis, en gros, sur un trajet en tram, ou quasiment. Du coup, j'ai pu entamer un autre livre en parallèle, comme ça, quand j'avais fini mes chapitres de la journée, j'avais l'autre livre sur lequel je pouvais me rabattre au passage. Et j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, ça m'a vraiment permis, le fait que ce soit découpé et que j'ai qu'un certain nombre de chapitres à lire, d'avoir envie en fait d'y aller et puis d'avancer dans ma lecture, donc c'était plutôt cool. 200 d'écume et de glace nous fait suivre Perséphone, une jeune fille qui a toujours été particulièrement mal dans sa peau. Elle a des gros soucis de peau, des gros soucis de vue, des cheveux très ternes. Elle a un problème de santé, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais qui fait elle a des gros problèmes au niveau de la peau, au niveau des cheveux, au niveau de la vue, tout ça qui a un impact sur sa vie sociale malheureusement, puisque depuis qu'elle est toute jeune, elle est persécutée par ses camarades au lycée. Pour les vacances d'été, son père va lui faire la surprise de l'envoyer chez sa tante, donc la sœur de son père qui s'appelle Liane, mais que tout le monde surnomme Tante Méduse, du coup j'ai du mal à me rappeler de son vrai prénom, qui travaille et vit en bord de mer en Bretagne. Du coup, première fois pour elle qu'elle s'en va, première fois pour elle qu'elle voit la mer tout bêtement. Et là-bas, elle va se rendre compte qu'elle n'est peut-être pas aussi humaine qu'elle le pensait et que surtout gravitent autour d'elle d'autres créatures pas très humaines non plus. Voilà, c'est le pire résumé de l'histoire. Et pourtant j'en ai fait des résumés pourris, mais alors celui-là je pense qu'il est vraiment affreux, parce qu'il ne rend absolument pas justice à ce roman que j'ai adoré. Ça a été un vrai plaisir de le dévorer, je regrette vraiment de ne pas l'avoir lu plus tôt. Actuellement je suis en train de lire le tome 2, puisque on a lancé une lecture commune également pour le tome 2. Là pour le coup on n'a pas de date précise, on a juste des groupes avec les différentes parties qu'on est censé lire. Bref, c'est un régal de me replonger dans cette lecture, et ça a été un régal d'un bout à l'autre. C'est un récit dans lequel il y a des légendes qui sont super intéressantes. Déjà, on part en Bretagne, si vous ne le savez pas, mais c'est possible que je vous l'ai déjà dit 2-3 fois, je suis bretonne, et moi la Bretagne, comme tous les Bretons plutôt, je pense que je suis très chauvine, et voilà, c'est très plaisant d'avoir affaire à des légendes de la Bretagne que j'apprécie particulièrement. D'ailleurs, il est question d'une légende que j'ai découverte par le biais de Baneseed de Fanny André, que je vous conseille également, petite saga d'urban fantasy très sympa, dont une partie de l'intrigue se déroule en Bretagne. Voilà, si je peux caler comme ça des petits trucs qui se passent en Bretagne, c'est toujours un plaisir. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était très intéressant en termes de mythologie. En plus de ça, toutes les thématiques qui sont abordées par l'autrice sont hyper pointues, que ce soit les problèmes de santé éventuels de Penny, que ce soit des trucs en lien avec la poscaille, parce qu'il y en a, puisque Tante Méduse, elle est comment on appelle ça ? Elle travaille, elle fait des prélèvements dans l'eau là. Biologiste marine, peut-être, c'est sans doute ça ce que tu voulais dire. Oui, sans doute. Donc bref, voilà, donc même ça, elle utilise des termes, enfin, on sent que tout est hyper pointu, hyper bien, hyper réfléchi, hyper travaillé, et c'est super intéressant de lire un roman comme ça. Il y a beaucoup d'action, donc comme ça on ne s'ennuie absolument pas, les personnages sont très intéressants, j'ai beaucoup aimé le personnage de Perséphone. J'aime beaucoup le fait qu'elle devienne pas une héroïne hyper badass en un clin d'œil et qu'en même temps elle soit capable des fois de prendre un peu ses ovaires à deux mains et puis de nous faire comprendre qu'elle est là et qu'elle compte pas se barrer en courant à la première difficulté venue. Voilà, on découvre un florilège de personnages et je trouve que c'est un très bon roman young adulte fantastique. En tout cas, c'est un très bon premier tome qui donne le ton pour une saga que je vais beaucoup aimer. Il y a de la trahison, des secrets, des histoires de famille, des créatures fantastiques, des mythes et légendes retravaillées et surtout remises au goût du jour. Il y a vraiment plein de choses hyper intéressantes. Accessoirement, nous sur le groupe Discord, on avait le droit régulièrement à tous les jours en fait,
à des petites vidéos d'Alexia Nelis, donc l'autrice du roman, qui nous parlait un petit peu de la genèse du récit. Et c'est vrai que c'était hyper intéressant de pouvoir découvrir l'autre côté du miroir. Moi personnellement, en tant qu'autrice, je trouve ça encore plus intéressant parce que enfin, déjà en tant que lectrice, je trouve ça super intéressant, mais je trouve qu'en tant qu'autrice, bah, on a aussi, nous aussi, enfin moi aussi, des fois quand je travaille sur des projets, je vois d'où est-ce que je puise l'inspiration et je trouve ça très intéressant de voir ce que comment d'autres collègues travaillent du coup. Et je trouve ça super super sympa. En tout cas, c'est un roman que je vous conseille vraiment du fond du cœur si vous aimez le young adulte, que vous aimez les histoires de sirènes. Je pense que c'est pas du spoil, ça se voit sur la couverture qu'il est question de sirènes. Bah, je vous conseille véritablement ce récit qui est super super sympa. Et en plus, c'est drôle et touchant à la fois, donc moi c'est carton plein. J'ai failli dire carte blanche, ce qui n'a absolument aucun sens, mais c'est pas grave. Ensuite, je prends ma grosse briquette, puisque j'ai fini le tome 3 de Dynasty d'Ilona Andrews, donc qui était le troisième et dernier tome qui composait... C'est vendredi soir, je sens que les neurones, elles sont cramées, quoi. Donc, c'était le troisième et dernier tome qui composait cette intégrale. Il y a également une nouvelle que j'ai choisi de ne pas lire, parce que je la lirai peut-être plus tard, mais honnêtement, voilà quoi, le mariage, un mariage, ça m'intéresse moyennement. Bref, Dynasty, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une saga d'urban fantasy dans laquelle évoluent des dynasties de pouvoir. Il y a 1 ou 2 siècles de ça, on a injecté un sérum à des gens pour en faire des super soldats. Quand on s'est rendu compte que c'était pas une très très bonne idée et qu'on n'avait pas trop d'influence, enfin on pouvait pas deviner en amont quelles capacités allaient être développées, des capacités magiques, on a arrêté d'en donner, mais le mal était fait puisque du coup ce sérum a donné des pouvoirs à des lignées complètes. Aujourd'hui, le pouvoir est le pouvoir, voilà, la magie plutôt, est synonyme de pouvoir, d'argent généralement également. Et c'est représenté, enfin chaque famille en gros qui est... chaque famille de pouvoir s'appelle une dynastie, vous l'aurez compris, voilà. Et nous suivons dans ce petit monde Nevada Baylor et toute sa petite famille, puisque là dans les tomes 4 et 5 on va suivre sa sœur. Donc Nevada Baylor et sa petite famille qui gère un cabinet d'avocats, j'allais dire, pas du tout, de détective privé. Voilà, voilà. Donc on la suit dans ses aventures. Dans ces 3 premiers tomes, on suit Nevada. Et comme je vous l'ai dit, dans celui d'après, on suit Catalina, dans les 2 tomes suivants. Voilà. Nevada qui va travailler de concert avec Connor aka Mad Rogan. Donc un ancien soldat qui fait un peu peur à tout le monde, qui n'est pas réputé pour être le plus sain d'esprit du monde, va travailler du coup avec lui sur une grosse affaire, ce qui va amener leurs deux familles à se côtoyer, enfin leurs 2 familles. Rogan, il est un peu tout seul, il est un peu à part comme personnage. Bref, ce tome 3 était très intéressant et je l'ai beaucoup aimé parce que je trouve qu'il marque vraiment un vrai tournant dans leur récit. Déjà parce que c'est le dernier du point de vue de Nevada, donc déjà rien que pour ça, forcément ça marque un tournant. Mais aussi parce que la famille Baylor va devoir prendre des décisions qui vont influencer l'avenir de leur famille. Eux, ils n'ont pas été déclarés comme maison, puisque dans l'immédiat, ils se cachent et ils font comme s'ils n'avaient pas de pouvoir plus que ça. Donc, voilà, et accessoirement, pour pouvoir être déclarés comme une... comment on appelle ça ? Comme une dynastie, du coup, pour pouvoir être déclaré, il faut avoir 2 majeurs, je crois. Donc ça veut dire des personnes qui ont des pouvoirs de classe majeure, donc des pouvoirs, on va dire, de très grande puissance. C'est super compliqué comme univers à expliquer, donc on va considérer que vous savez déjà de quoi je vous parle. Voilà, comme ça je vais arrêter de me lancer des explications qui vont juste vous perdre. Et on va juste dire que ce roman est très sympa. C'est une saga que j'aime vraiment beaucoup et que je compte terminer cette année, parce que j'aimerais bien attaquer d'autres sagas d'Ilona Andrews et je me dis on va en finir une avant de commencer une autre, parce que sinon je vais me perdre. Voilà, je trouve que c'est une saga qui est vachement intéressante et que le côté politique derrière est très 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 bien pensé. Rogan et Nevada ont mis à jour une véritable conspiration et je trouve que c'est très intéressant de voir la manière dont les pierres s'imbriquent et dont on découvre à chaque fois de nouveaux tenants et de nouveaux aboutissants à toute cette connerie. Je trouve que c'est super bien foutu. Les personnages sont de plus en plus... en fait, je pense qu'on s'y attache de plus en plus. C'est un peu comme dans une série télé. Plus tu vas être plongé dedans, plus les personnages vont te faire kiffer, quoi. Là, c'est exactement ça. On a une intrigue qui est toujours hyper prenante. À chaque fois, on a une enquête, entre guillemets, qui va être le fil conducteur du roman, plus ou moins lié à la fameuse conspiration. Et je trouve que c'est toujours super intéressant. Et puis, le personnage de Nevada va encore passer par plein d'étapes différentes et c'était très intéressant ce 3e tome pour ça. Je trouve que
c'est un réel tournant dans l'intrigue, à la fois parce que les événements de ce tome-ci vont forcément influencer la suite, et également parce que d'une certaine manière ça clôture un petit peu la saga quand même, puisqu'on passe du coup à un autre personnage, le flambeau est passé, et là j'ai commencé à lire le tome 4, et il se déroule 3 ans après, donc il y a vraiment un point de rupture, et je trouve que globalement c'est plutôt bien mené, moi j'ai vraiment apprécié. J'ai aimé avoir enfin des révélations que j'attendais depuis super longtemps, j'ai aimé voir des rapprochements que j'attendais depuis super longtemps, et il me tarde de découvrir les tomes 4 et 5 et de clôturer enfin cette saga que j'aime beaucoup et que je suis très contente d'avoir pris la peine de découvrir. Donc voilà. Et bah c'est tout du coup pour cette update lecture, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'aurais pas été trop... en fait à part Revenir pour mourir où je trouve que franchement il y avait du niveau dans mon résumé, les 2 autres c'est une catastrophe, donc n'hésitez pas à aller lire les résumés directement des livres que je vous présente parce que je pense que ça vaudra mieux pour tout le monde. Et surtout n'hésitez pas à les lire, ce sont 3 lectures que je vous conseille, certaines beaucoup plus que d'autres parce que je pense que vous l'aurez compris qu'il y a un petit coup de cœur quand même qui se profile un peu dans cette update. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis sur ces livres si vous les avez lus, ça m'intéresse toujours d'avoir vos avis, je lis tous vos commentaires et j'y réponds systématiquement. Voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt, salut, ciao.